Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Justin, maîtresse de conférence en psychologie de la santé à l'Université de Lille. Nous avons déjà 4 minutes de retard, donc je vais faire très vite pour accueillir du coup notre première intervenante qui va parler du vécu singulier de l'aide et commencer sa présentation pour cette partie numéro 3. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Julie Glatz, qui est psychologue et ingénieure de recherche à l'Université Paris-Cité. La parole est à toi, Julie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant, nous allons parler du vécu des parents recevant l'aide d'un ou de plusieurs de leurs enfants au travers de l'étude EVA. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, donc aujourd'hui, on sait qu'en France, au collège, on compte à peu près 12% de jeunes aidants, au lycée 14% et 16% dans l'enseignement supérieur. Ces études, toutes les études que vous voyez s'afficher là, elles nous ont permis de voir que finalement, dans la plupart des cas, le proche aidé était un parent, donc la mère ou le père, et que dans la plupart des situations, ce proche aidé était atteint d'une maladie somatique. Aujourd'hui, on a toujours des difficultés à identifier ces jeunes aidants, comme on a pu le dire précédemment. Donc, que ce soit par les professionnels de l'éducation ou les professionnels de santé, il y a toujours des difficultés à les repérer. On s'est donc demandé qu'est-ce qui pourrait faciliter ce repérage des jeunes aidants. Ainsi, on s'est demandé, est-ce que finalement, on ne pourrait pas passer directement par le proche aidé lui-même? Est-ce que ce proche ne pourrait pas être une ressource pour nous aider à les identifier? Et comme dans la plupart des cas, c'est un parent, on s'est donc intéressé à eux. Ainsi, l'objectif de l'étude EVA était d'explorer le point de vue et le vécu des parents ayant une maladie somatique, donc physique, sur l'aide apportée par leurs enfants. Pour participer à l'étude, donc, les parents devaient avoir une maladie somatique, être limités dans leurs activités de la vie quotidienne et avoir au moins un enfant âgé entre 6 et 25 ans vivant au domicile avec eux. Donc, ces participants, ils ont tout d'abord tous répondu à un questionnaire en ligne, ce qui nous a permis d'obtenir un échantillon donc quantitatif de 353 parents. Pour cet échantillon, donc, l'âge moyen était de 46 ans, avec une majorité de femmes toujours qui ont répondu à ce questionnaire en ligne. La majorité d'entre eux étaient en couple et avaient plus d'un enfant au domicile. 65% de l'échantillon était polypathologique, donc avait plusieurs maladies à la fois. Et on a eu une grande variété de pathologies rapportées dans ces questionnaires, mais les trois principaux types de pathologies, c'était donc les maladies des os et des articulations, les cancers et les maladies neurologiques. Au niveau de l'ancienneté du problème de santé, donc plus de la moitié des participants étaient malades depuis plus de 5 ans. On a donc obtenu des résultats sur des informations en tout cas sur l'aide apportée par les enfants, en tout cas l'aide rapportée par les parents dans les questionnaires. Donc on a eu 4 types d'aides les plus rapportées, c'était donc le soutien émotionnel, les tâches domestiques, l'aide instrumentale, donc ça va être aider le parent à utiliser un téléphone, à prendre les transports en commun par exemple, ou à bricoler à la maison. Et en quatrième, donc l'aide personnelle et intime, possiblement aider le parent à se laver ou s'habiller. Ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est que finalement, l'aide rapportée par les parents dans les questionnaires, elle est quand même très très faible. Puisque ce que vous voyez donc tout en haut en rose, c'est le soutien émotionnel qui est le plus rapporté dans les questionnaires et qui finalement correspond à un score de 1 à peu près, donc un peu d'aide. Pour aller creuser un petit peu ces situations-là, on a proposé aux participants qui rapportaient le plus d'aide dans les questionnaires de participer à des entretiens de recherche. On a donc obtenu un échantillon qualitatif de 15 entretiens. Donc pour cet échantillon-ci, la moyenne d'âge était de 42 ans, avec toujours une majorité de femmes qui ont pris part à ces entretiens. 60% de l'échantillon vivait avec un partenaire à la maison et tous les participants avaient entre 1 et 4 enfants à la maison, avec une moyenne d'âge de 13 ans environ. La majorité de l'échantillon se disait fortement limitée dans les activités de la vie quotidienne et le reste de l'échantillon se disait limité, mais pas fortement. Tous les entretiens ont donc été enregistrés, retranscrits et analysés, ce qui nous a permis d'obtenir l'arbre thématique qui s'affiche ici. Donc on a pu identifier 6 grands thèmes qui revenaient dans le discours des participants. Alors je ne vais pas tout vous présenter parce que ça prendrait trop de temps, mais voici quelques résultats. Donc, au niveau de l'aide, de la nature de l'aide, tous les parents interrogés dans ces entretiens nous ont donc expliqué ce que faisaient leurs enfants au quotidien pour les aider, pour les accompagner.
On retrouve des choses donc qui correspondent aussi aux résultats quantitatifs, donc tout ce qui va être les tâches ménagères, le soutien émotionnel, également donc de l'aide dans la gestion de la fratrie. Ce qu'on a appelé adaptation émotionnelle, c'est le fait que finalement, ces enfants, ils vont pas exprimer leurs émotions, pas exprimer leurs ressentis auprès des parents pour ne pas rajouter une charge supplémentaire en fait aux parents. Donc ce qui est illustré par cette citation d'une participante, voilà, comme s'il voulait me protéger en fait, donc il ne disait pas ce qu'il ressentait. Ça c'est quelque chose qui est revenu pas mal dans les entretiens. On a aussi noté pas mal d'anticipation, donc c'est-à-dire que, les parents ont l'impression que leurs enfants veillent au grain, en fait, veillent tout le temps à anticiper les besoins, anticiper les crises qui peuvent y avoir. Ce qui est intéressant quand même à noter ici tout de suite sur la nature de l'aide qui est rapportée, c'est que finalement dans les entretiens, on nous rapporte beaucoup plus d'aide que ce qui est décrit dans les questionnaires. C'est-à-dire en termes de fréquence et en termes de variabilité de l'aide apportée. Ensuite au niveau du vécu oups, pardon, c'est bon. Au niveau du vécu de l'aide, par les parents, donc ceux-ci nous rapportent pas mal de culpabilité, de gêne et d'une sensation d'inversion des rôles. Ce qui est, hop, illustré par cette citation. Il y a même eu des fois où j'ai refusé son aide en faisant croire que ça allait, que j'arrivais à gérer parce que je me disais: «Non, c'est pas à elle de le faire». On nous a également rapporté quand même une certaine fierté par rapport à tout ce que les enfants pouvaient accomplir au quotidien pour accompagner leurs parents. Et également, on nous a parlé de chance, donc de la chance d'avoir les enfants, d'avoir leur soutien et leur aide au quotidien. Les deux versants ne s'excluent pas du tout. On a des parents qui nous parlent bien des deux à la fois. Au niveau des attentes, alors il s'agit en fait des attentes envers les professionnels qui accompagnent ces parents. Donc on nous a parlé de certains besoins qui émergent et de les parents dans les entretiens ont également voilà, réfléchi aux possibles pistes de prise en charge dont ils auraient besoin. Donc tout d'abord, un besoin de considération de leur famille par les professionnels de santé, c'est-à-dire de ne pas considérer le patient seul, mais finalement de bien considérer son entourage aussi et de voir l'impact de la maladie sur la famille et sur les enfants notamment. Pour répondre à cela, certains parents nous ont parlé peut-être de mettre en place voilà, des accès aux soignants et aux structures de soins pour les enfants, pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Donc, notamment en tant que jeunes aidants, ils peuvent avoir beaucoup de questions sur comment se passent les soins, les traitements, etc. Et qu'ils puissent voir les structures de soins, parce que notamment quand ils ne s'imaginent pas, qu'ils ne se représentent pas où sont pris en charge leurs parents, ils peuvent avoir beaucoup d'angoisse liée à ça. Il y a également un besoin de guidance parentale. Donc ici, c'est accompagner les parents finalement dans leur parentalité avec la maladie pour pouvoir parler d'une part de l'aide et pouvoir parler de la maladie avec leurs enfants, savoir quoi dire, comment dire, à quel moment. Il y a également un besoin d'orientation vers des ressources, c'est-à-dire que ces patients qui sont parents auraient besoin qu'on les aiguille un petit peu sur ce à quoi ils peuvent avoir accès en termes d'accompagnement. Donc il y a notamment l'accompagnement psychologique qui est revenu, dont on nous a beaucoup parlé, que ce soit à un niveau individuel, c'est-à-dire pour le parent lui-même, pour les enfants eux-mêmes, ou même familial, pour que tout le monde puisse échanger ensemble. Il y a également le fait de créer des ressources adaptées aux jeunes aidants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines familles qui sont allées chercher un petit peu des ressources à droite à gauche, qui ont pu trouver des petites choses sur les aidants, mais pas sur les jeunes aidants. Donc, finalement, ils se retrouvaient sans ressources correspondant à leur situation. On nous a également parlé du besoin d'échanger entre pairs. Donc là, possiblement, voilà, des prises en charge groupales, soit en termes d'éducation thérapeutique, où là, on pourrait regrouper des soignants, des patients, donc des parents et les enfants possiblement, ou alors des groupes de parole, donc soit entre parents pour qu'ils puissent justement parler de leur parentalité avec la maladie et avec leurs jeunes aidants à la maison, ou alors les jeunes entre eux pour qu'ils puissent parler de leur rôle d'aidant. On nous a également mentionné plusieurs fois le besoin d'aide financière, matérielle et humaine. Donc, en conclusion, il y a une certaine ambivalence quand même concernant l'aide apportée par les enfants. Donc, c'est-à-dire que comme on a pu le voir au travers des résultats, voilà, il y a quand même des vécus très difficiles, liés à cette aide et qui nécessiteraient donc un accompagnement, que ce soit pour le patient ou pour, la famille, dont notamment, les jeunes. Sur la base de ces résultats-là, nous avons donc mis en place, une étude pilote où nous sommes actuellement en train de mettre en place sur le terrain une campagne de sensibilisation à destination des professionnels de santé et également des ateliers collectifs à destination des parents ayant une maladie somatique afin qu'ils puissent justement échanger et recevoir des informations et des ressources à ce moment-là. Voici tous nos partenaires hospitaliers, associatifs et financiers qui nous ont permis de mener à bien cette étude.
et toute l'équipe qui a travaillé sur l'étude EVA. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julie. Et donc, on accueille sur scène Jade Pilato, qui est doctorante en psychologie, toujours à l'université Paris-Cité. Toutes les présentations vont s'enchaîner et puis ensuite, Léa et moi prendrons vos questions et interviendrons sur les présentations qui ont pu être faites. La parole est à toi, Jade. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jade Pilato et je suis doctorante sous la direction d'Aurélien Tasse et de Géraldine Horard. Et je réalise ma thèse sur le sujet des jeunes aidants collégiens. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de ma thèse sur les différences de perception entre les adolescents et les parents. Donc déjà, un petit peu de contexte. Lorsque j'ai commencé ma thèse, il n'y avait aucune recherche en France qui avait été menée sur les jeunes aidants au collège. Par ailleurs, il n'y avait aucune étude qui avait croisé le regard des adolescents et des parents. Donc, Aurélien Tasse et Géraldine Horard ont mis en place l'étude Elias, qui s'intéresse aux jeunes aidants âgés de 11 à 15 ans et qui vise aussi à croiser le regard des adolescents et des parents. Alors, concernant la population de cette étude, c'est une étude qui a été menée en milieu scolaire. Il y a 13 collèges qui ont participé à notre étude. 1983 collégiens qui ont participé à cette recherche parmi ces 13 collèges. Et dans cette étude, les parents avaient également la possibilité de participer. Et il y a 776 parents qui ont participé avec leur adolescent collégien. Donc en tout, on avait un échantillon de 776 dyades de parents adolescents. Donc là, je vous ai mis quelques données sociodémographiques sur ces dyades. Pour les adolescents, ils avaient en moyenne 12,8 ans d'âge. 56% d'entre eux étaient des filles. Pour les parents, on avait une moyenne d'âge de 44,3 ans et la large majorité, comme dans l'étude que Julie vous a présentée, étaient des mères. Donc, c'est une étude qui a été menée par questionnaire. On a évalué plusieurs aspects et notamment la présence d'une maladie ou d'un handicap au domicile. Donc, on voulait savoir s'il y avait quelqu'un qui avait une maladie ou qui était en situation de handicap au domicile du jeune. Donc, on a demandé à l'adolescent et aux parents s'il y avait quelqu'un qui avait une maladie somatique grave comme un cancer, une sclérose en plaques, une maladie somatique chronique comme un diabète, un trouble mental, comme une dépression, un trouble anxieux, un handicap physique ou sensoriel comme une cécité ou un trouble moteur ou encore tout autre problème de santé. On a aussi évalué les activités d'aide avec la fameuse MACA 18 dont on a parlé tout à l'heure, qui évalue plusieurs aspects de l'aide effectuée par les enfants et les adolescents. Donc, je tiens à préciser que c'était, donc je vous l'ai dit, c'était une étude en milieu scolaire. Donc, les adolescents ont répondu à un questionnaire en classe, sur tablette électronique, pendant 1 heure de cours. Pour les parents qui souhaitaient participer, on leur a envoyé un mail vers un questionnaire et ils répondaient, donc c'était un questionnaire en ligne. Ils ont répondu aux versions hétéro-évaluatives des questionnaires auxquels les adolescents ont répondu. Alors, on s'attendait, en interrogeant à la fois les parents et les adolescents, à observer des différences de perception. Mais on a été un peu surprise. On a vu à quel point il y avait des différences de perception. Et notamment, on a été surprise de constater que les adolescents et les parents n'identifient pas les maladies de la même manière. Donc, les adolescents, en fait, identifient moins de proches avec une maladie ou en situation de handicap au domicile en comparaison à leurs parents. Donc ça, c'est très intéressant et on se demande pourquoi. On se demande toujours pourquoi. Est-ce que les adolescents ne savent pas qu'il y a un proche avec une maladie ou en situation de handicap au domicile ? Ça peut être le cas lorsque la maladie, le handicap est invisible. Une autre hypothèse qu'on peut faire, c'est que les adolescents le savent, mais choisissent de ne pas le rapporter dans leur questionnaire. Je rappelle les conditions de passation. Donc, c'est un questionnaire qui a été passé donc, en classe. Les élèves ont répondu en classe sur un temps scolaire. Donc, c'était un questionnaire tout à fait individuel et complètement confidentiel. Mais pour autant, peut-être que la présence de leurs camarades a peut-être un peu joué sur le fait que certains n'aient pas rapporté de la maladie ou le handicap de leurs proches.
Donc ça fait le lien avec ce qu'on observe dans la littérature, où parfois les jeunes aidants ne rapportent pas leur situation familiale par peur d'être stigmatisés par rapport à la maladie ou au handicap de leurs proches. Alors, non seulement les adolescents n'identifient pas toujours la maladie ou le handicap, mais en plus, ils ne sont pas toujours d'accord avec leurs parents. Donc, c'est-à-dire quand il y a une maladie ou un handicap qui est identifié au domicile, qu'on compare les DIAD, qu'on compare les réponses des parents et des adolescents, mais ils sont pas toujours d'accord sur la personne qui a un problème de santé ou sur la maladie ou le handicap. Donc, on a cherché à comprendre pourquoi. Donc, on a comparé les DIAD, parents-ados, qui étaient d'accord sur la personne qui avait une maladie ou qui était en situation de handicap et la maladie et le handicap, aux DIAD qui n'étaient pas d'accord. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les parents et les adolescents étaient plus souvent d'accord lorsque l'adolescent était plus âgé. Donc certainement, lorsque l'adolescent est plus âgé, il est plus facile de parler de la maladie ou du handicap en famille. Ils sont plus souvent d'accord aussi lorsque l'adolescent a lui-même une maladie ou un handicap. Donc là aussi, c'est certainement lié au fait qu'on parle plus facilement des problèmes de santé au domicile lorsque le jeune est lui-même confronté à lui-même une maladie ou un handicap. Ils sont plus souvent d'accord lorsque le proche qui a un problème de santé est la mère et lorsque le proche a une maladie somatique grave. Donc là encore, la littérature sur la question de la communication autour de la maladie et du handicap montre que les parents dévoilent plus facilement un diagnostic lorsque ce diagnostic est sévère. Alors certainement parce que on ne peut plus... Certainement parce qu'il y a des enjeux de pronostic vital ou parce que la maladie a des conséquences vraiment très importantes dans la vie de tous les jours. Donc la discussion, entre guillemets, ne peut plus être évitée. Alors, on a aussi observé des différences de perception au niveau de l'aide apportée lorsque le jeune est confronté à la maladie d'un proche. Alors là, on a le pattern inverse. Donc, les adolescents disent apporter plus d'aide en comparaison à l'hétéro-évaluation de leurs parents. Donc, là encore, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Est-ce que c'est les parents qui sous-évaluent, entre guillemets, l'aide apportée par leur enfant? Donc là, ça fait le lien avec la littérature internationale sur le sujet. Les parents qui montrent que les parents peuvent éprouver parfois un sentiment de honte ou avoir peur de parler de l'aide apportée par leur enfant par peur de l'intervention des services sociaux ou parce qu'ils considèrent que ce n'est pas socialement approprié. Ou est-ce que c'est les adolescents qui surévaluent un petit peu l'aide apportée? Donc là, je vous rappelle, on est dans une période développementale particulière. Ce sont des adolescents qui ont entre 11 et 15 ans. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc tout ça, ça nous donne plein de perspectives de recherche. Notamment, on pense qu'il serait intéressant de mieux comprendre les représentations et les connaissances des adolescents sur les maladies ou le handicap. Donc on voit qu'ils ont des difficultés à identifier la maladie ou le handicap. Donc, ça serait intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une maladie, qu'est-ce que c'est un handicap pour un enfant, un adolescent qui a 11 ans, pour un enfant, un adolescent qui a 15 ans. Il faudrait aussi aller creuser cette question des différences de perception concernant l'aide. Et enfin, ces résultats ont des implications pratiques pour les professionnels qui doivent avoir à l'esprit que les adolescents n'identifient pas toujours, on ne rapporte pas toujours la maladie ou le handicap. Et là, je me permets de faire le lien peut-être avec ce qu'a dit Diane tout à l'heure et Valérie, ce qu'elles ont dit, c'est qu'une des explications aussi possibles à ces résultats, ça peut être que la maladie, le handicap n'est pas rapporté dans les questionnaires. Donc, ils n'identifient pas la maladie ou ne rapportent pas la maladie, ce qui peut aussi expliquer que la maladie arrive en dernier dans les facteurs qui prédisent l'aide. Il est nécessaire d'avoir une approche familiale. On le voit quand on croise les regards des adolescents et des parents. Ça nous permet d'avoir une vision un peu plus fine, un peu plus précise sur la situation familiale et donc d'identifier potentiellement plus de jeunes aidants.
Et enfin, il est nécessaire de former les professionnels qui travaillent avec les adolescents afin d'identifier les signaux faibles de l'aidance. Peut-être qu'un élève harcelé, un élève qui s'endort en cours, ça devrait mettre la puce à l'oreille des professionnels qui pourraient se dire peut-être que derrière, il y a une situation d'aidance familiale. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Morgane. Et Jade, avant que tu t'éclipses, je t'invite à venir nous rejoindre. La parole est donnée à Morgane Mesplède. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Morgane Mesplède et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'une recherche qui porte sur les jeunes aidants donc endeuillés et plus précisément sur l'impact perçu sur la scolarité et les projets professionnels. Et donc cette recherche a été réalisée avec un doctorant en sociologie qui s'appelle Nicolas Elaïg-Wagner et Cécile Flao qui est maîtresse de conférence en psychologie à l'université Paris-Cité. Donc, je vais revenir très rapidement sur le contexte parce que je pense qu'on l'a suffisamment dit. Mais l'influence de l'aide sur la vie sociale, familiale et scolaire du jeune aidant, ainsi que sur sa santé physique et mentale, a été montrée. Et il y a eu très peu d'études qui se sont intéressées au vécu des situations de fin de vie et de décès du proche aidé en France. Je vais vous faire un rapide topo sur la littérature qui porte sur le processus de deuil chez les enfants, adolescents et jeunes adultes. Mais en gros, de manière générale, il y a des interférences avec le développement du jeune et ça peut avoir une influence sur différents domaines de sa vie, dont la scolarité. Et donc, plus précisément, par rapport à cette scolarité-là, on retrouve des difficultés attentionnelles, mnésiques et de concentration. On peut retrouver des troubles du comportement, donc des conduites hétéro-agressives ou du mutisme, par exemple. Et on peut retrouver donc soit un surinvestissement des apprentissages ou alors, au contraire, un décrochage scolaire. Donc, on a réalisé une première étude en 2022-2023 qui portait sur les jeunes adultes aidants qui étaient confrontés à la fin de vie et au décès d'un proche. Et en 2023-2024, donc on a mené l'étude JADISP, qui porte donc sur l'impact perçu sur la scolarité et les projets professionnels, et qui se décline en 2 volets. Donc un premier volet qui porte sur les conséquences physiques et psychiques du deuil du proche aidé, donc chez les jeunes aidants et les jeunes adultes aidants. Et un second volet qui va s'intéresser à leur scolarité, leurs projets professionnels et leurs besoins. Donc, concernant la méthodologie, il y a 16 jeunes aidants et jeunes adultes aidants endeuillés qui ont participé à cette étude, qui avaient entre 10 et 25 ans au moment du décès du proche. Donc, on a mesuré l'aide apportée rétrospectivement via donc, un autre questionnaire que ce qui a été présenté dans les précédentes communications, mais donc c'est le questionnaire l'AIAX. Et on a mené des entretiens semi-directifs, donc en face à face et en visioconférence avec ces jeunes. Et donc pour l'analyse des données, on a réalisé des statistiques descriptives et une analyse thématique des contenus. Donc si on s'intéresse aux données sociodémographiques de ces participants-là, on voit que la quasi-totalité de l'échantillon était de sexe féminin, donc ce qui rejoint les précédentes études. L'âge au moment du décès du proche était de presque 18 ans. Plus de 60% des interrogés étaient en études supérieures au moment de l'entretien. Et donc en ce qui concerne le lien avec le proche aidé, on voit que dans plus de 75% des cas, c'était un parent. Et la pathologie la plus fréquente chez ces proches aidés était donc le cancer. Donc, par rapport aux résultats de l'analyse thématique, donc par rapport donc, au premier volet qui porte donc, sur l'état psychique du jeune après la perte du proche aidé, on retrouve une symptomatologie classique entre guillemets du deuil, donc avec des émotions négatives intenses qui sont associées à la perte du proche, un sentiment de manque, de vide, d'injustice. Mais on retrouve beaucoup d'éléments de complications du deuil, avec notamment une symptomatologie anxio-dépressive qui est rapportée par ces jeunes comme étant sévère, l'apparition de consommation de substances chez certains. On retrouve aussi la notion de deuil différé,
Donc voilà, le verbatim de Camille l'illustre parfaitement, qui nous dit je pense que la chute, elle a été 1 ou 2 ans après que j'ai retrouvé un appartement toute seule. J'avais ma stabilité et là, ça a été très compliqué. Donc elle a eu, voilà, elle a finalement vécu son deuil de manière différée par rapport à la date, entre guillemets, du décès de son proche. On retrouve aussi des éléments de réaction post-traumatique avec des amnésies partielles de plusieurs périodes après le décès du proche et également des pensées intrusives où, par exemple, pour faire le lien avec l'école, il y a des jeunes qui me disaient que en plein milieu des cours, ils avaient des espèces de flashbacks de moments de fin de vie et de la mort de leurs proches, ce qui perturbait bien évidemment leur scolarité. Et on retrouve aussi donc des éléments qui sont en lien avec le fait d'avoir été aidant, comme le sentiment de culpabilité de ne pas en avoir assez fait pendant la période d'aidance, le fait d'être à nouveau aidant, donc d'un autre membre de la famille ou d'un proche, et le fait d'intérioriser sa souffrance et de ne pas la partager pour pas finalement rajouter une charge supplémentaire ou un poids à d'autres membres de leur famille. Donc ensuite, concernant plus précisément leur scolarité, on retrouve des conséquences qui sont majoritairement négatives sur leur performance scolaire, avec l'augmentation du taux d'absentéisme, une chute des notes, un désinvestissement scolaire, donc avec par exemple Louise, 14 ans, qui nous dit je ne travaillais pas du tout, je m'en foutais entre guillemets de tout, et également des difficultés à faire ses devoirs à la maison. Et donc, ceux qui étaient un peu plus âgés décrivent aussi des impacts sur leur projet d'avenir, avec certains qui ont dû arrêter leurs études supérieures pour trouver un travail et ne pas être en situation de précarité économique. D'autres qui se sont restreints dans le choix des villes de leurs études supérieures pour rester auprès de leur famille et notamment les soutenir. Certains qui ont dû interrompre temporairement leurs études car c'était trop difficile pour eux de concilier à la fois le deuil et leur scolarité. Et aussi, on remarque que le choix de la profession et des études est assez influencé avec leur vécu, avec des jeunes qui se tournent beaucoup vers des professions qui sont tournées vers l'aide, le social, le médical. Et donc, tous ces jeunes expriment des besoins qui sont multiples et qui sont propres aux expériences singulières donc des jeunes aidants en deuil, avec, dans un premier temps, le besoin d'un accompagnement psychologique et social, avec donc le besoin d'avoir à disposition un soutien psychologique. Donc, par exemple, Daphné qui nous dit autre chose qui pourrait être utile dans le cas des jeunes aidants et des jeunes aidants endeuillés, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'ils peuvent voir un psy, que notamment il y a un psy qui est là à l'université, que c'est gratuit, que c'est hyper important. Ils évoquent également l'importance d'avoir un lien de qualité avec le personnel médical et notamment de la transparence au niveau des informations et de l'état de santé du proche. Le besoin de parler à des personnes qui vivent ou qui ont vécu des situations similaires. Et le besoin d'être relayé vers des structures d'aide qui sont spécialisées dans l'accompagnement des jeunes aidants ou du moins qui s'y connaissent un petit peu. Et donc, en termes de besoins dans la scolarité, ils évoquent largement un besoin d'accompagnement avec un besoin qui est assez pratique, donc un besoin de soutien dans la gestion des cours et des partiels pour les plus âgés, entre guillemets, avec notamment Antoine qui nous dit qu'il aurait aimé avoir des choses qui peuvent valider sur un temps plus long. Donc, il était à l'université au moment du décès de son proche. Mais également d'un soutien moral, comme Chloé qui nous dit « J'aurais bien aimé, c'est en termes de soutien moral, une personne majeure avec autorité qui me dise « Je comprends que tu sois fatiguée pendant les cours, si tu as besoin d'en parler ou si tu as besoin d'un peu plus d'aide. » Elle aurait bien aimé parce qu'ils ont tendance à se sentir seuls. Mais finalement, le besoin le plus général qui revient, qui est revenu tout le temps, c'est un besoin de reconnaissance de leur vécu, donc de leur expérience, tout en mettant en avant que ces expériences, elles sont plurielles et que donc tout le monde ne va pas avoir, ne va pas avoir les mêmes besoins.
Donc, pour conclure sur cette présentation, ce que révèlent finalement ces études, c'est la singularité et la pluralité des vécus et des besoins. Par rapport à la littérature, on retrouve des similarités avec l'expérience de deuil chez les jeunes et avec les études qui portent sur la scolarité des jeunes endeuillés et notamment aussi des jeunes orphelins. Mais ce qu'on pourrait relever comme étant spécifique, c'est déjà le manque de reconnaissance, donc déjà à la fois des professionnels mais aussi de leurs proches, le manque de soutien et d'accompagnement psychologique, social et scolaire. Et on a remarqué quand même dans cette étude-là, la détresse émotionnelle était très importante. Et donc, ça soulève un peu un questionnement de se demander si elle ne serait pas finalement majorée chez les jeunes aidants et les jeunes adultes aidants endeuillés. Ce que cette étude ne peut pas montrer, mais ça soulève un questionnement. Donc voilà, elle a quand même des limites, cette étude. C'est un petit échantillon, donc c'est difficile d'explorer en conséquence les déterminants de ces vécus. Mais ça met en avant, je trouve, des perspectives qui sont de poursuivre la recherche et le travail de repérage des jeunes aidants et des jeunes adultes aidants, de développer des dispositifs d'accompagnement qui sont adaptés à leurs besoins et de poursuivre la formation et la sensibilisation des professionnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Morgane, merci à toutes. Avant de prendre les questions, je vais donner la parole à Léa si tu as envie de réagir sur ce qui s'est dit. Tout d'abord, merci à vous trois. Et merci. Je voulais rebondir sur Julie, ce que tu avais dit par rapport à la culpabilité, où c'est vrai qu'il y a un peu cette double culpabilité, comme on a pu le voir, du jeune aidant, dans le sens où il a l'impression de ne pas en faire assez, et d'un autre côté aussi du parent qui a l'impression, je parle de mon vécu, elle avait l'impression de gâcher ma vie. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que par rapport au deuil, il y a un avant, un pendant et un après d'une vie d'un jeune aidant. Et je pense que c'est important aussi d'en parler et justement d'explorer plus cette piste-là aussi du deuil, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que malheureusement ça arrive aussi très fréquemment. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai cumulé études, travail et aidant. Donc, merci à vous. Pardon. Merci beaucoup Léa. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois qu'il y en a une sur le devant. Merci beaucoup pour vos trois présentations. J'aurais une question pour la dernière présentation, Morgane. Est-ce que dans les données que tu as des entretiens, tu as des informations justement sur cette question d'identité? Parce qu'en fait, et là le témoignage de Léa montre bien ça, c'est-à-dire que quand on s'identifie en tant qu'aidant, on est aidant. Donc on se définit comme « je suis aidant ». Et donc quand il y a la perte du proche, il faut se redéfinir. Donc ça amène un remaniement identitaire et je me demandais si dans les résultats que tu as, il y a eu des éléments qui amenaient un peu à illustrer ce remaniement identitaire-là. Ah, pardon. Donc, pas forcément dans l'étude Jadisp, mais dans la précédente étude qu'on a menée, il y avait tout un thème qui était vraiment sur l'expérience de la mise en place d'un nouveau quotidien après le décès du proche, où les jeunes que j'ai interrogés prenaient en quelque sorte un nouveau départ. Et il y en avait beaucoup qui soit changé d'études, soit décidé de déménager à l'autre bout de la France, voire du monde. Et justement, ils expliquaient que ils avaient envie de prendre un nouveau départ, mais qu'ils ne savaient pas forcément non plus trop comment s'y prendre, parce que c'était pas dans leurs habitudes. Mais moi, du coup, c'est vrai que quand j'avais interrogé les jeunes, ils l'avaient déjà fait d'expérimenter un nouveau quotidien, mais ils expliquaient à quel point c'était difficile de faire ça. Il me semble qu'il y avait, Diane, une deuxième question et une autre derrière. Merci beaucoup pour vos présentations. J'ai une question pour Julie et Jade sur la question de la perception entre parents et enfants. Je voulais savoir si dans vos données, vous aviez des informations sur ce que pensent les parents du terme aidant appliqué à leur enfant
Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette qualification ou est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que vous avez des données un petit peu sur ça? Alors pour ma part, dans les questionnaires, on n'a pas interrogé ça, donc je ne pourrais pas te répondre. Peut-être Julie. Oui. Alors, on ne l'a pas spécialement interrogé, en fait, mais pour les parents, de toute façon, ça leur parlait, le terme de jeune aidant, et même ils étaient très contents, finalement, en fait, qu'on mette ce mot-là, qu'on mette un terme sur la situation. Donc, voilà, c'était pas, on leur posait pas la question, mais eux, par contre, étaient très contents de voir qu'on s'intéressait à cette situation-là particulièrement et qu'il y avait des choses qui étaient faites par rapport à ça. Oui, bonjour à tous, merci en tout cas à vous quatre, hein. Donc merci beaucoup, je sais plus, Léa, d'avoir partagé ça. Ça doit être compliqué quand même ta place. Moi, je m'appelle Guillaume Peik, en fait, et je travaille pour Jeunes Aidants Proches, mais à Bruxelles. Et en fait, je viens souvent en aide aux familles dans leur entièreté, avec l'équipe mobile qu'on a. Et c'est vrai que par rapport à la perception ado et parents, la différence qu'il peut y avoir, il y avait plusieurs hypothèses là sur le fait qu'il y avait la maladie. Alors, je ne sais plus exactement c'était lesquelles. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai des ados, ils n'acceptent pas la maladie comme telle. Ils ne veulent pas dire que c'est une maladie parce que soit elle est arrivée avant qu'ils naissent, des fois, ou bien, et alors, le parent, il part du principe qu'il connaît, mais en fait, il ne connaît pas vraiment et il ne pose pas la question parce qu'en fait, pour lui, c'est normal, quoi. Et voilà, quoi, c'était juste un petit point que je voulais souligner. Et je me demandais s'il y avait encore, dans l'idée encore avec ces études-là autour de la parentalité, s'il y avait aussi peut-être des... Comment expliquer ça? Si ça a déjà été interrogé, le vécu de jeune aidant par rapport à être parent plus tard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, il y en a, ils ont peur d'être malades comme leurs parents. Il y en a qui ont une espèce de forme de responsabilité d'être en bonne santé, comme ça. Donc, voilà. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que là, on était limité par le temps, donc j'ai limité les hypothèses possibles, mais effectivement, il y en a une autre que vous venez d'évoquer, c'est que la maladie fait tellement partie du quotidien qu'elle est perçue comme normale et on ne l'identifie même plus comme une maladie, d'où l'idée de faire une étude aussi sur qu'est-ce qu'une maladie pour un enfant, un adolescent de 11 ans, 15 ans. Et pour ensuite l'autre question, on peut pas y répondre, mais ça serait intéressant de regarder, de faire d'autres études, de faire une étude justement sur la transition à la parentalité. Voilà, mais c'est peut-être un autre sujet, mais peut-être que ça peut nous donner d'autres idées. Merci. Et je me permets de rebondir sur votre dernière intervention. C'est vrai qu'il y a une légère littérature justement sur des témoignages d'anciens jeunes aidants sur a posteriori comment ils ont vécu la situation. Et à ma connaissance, dans les dernières lectures que j'ai pu faire, il n'y a pas justement cette question de la parentalité. Donc c'est bien de nous donner des idées de recherche et merci pour ça. Mais c'est vrai que ça sera intéressant justement sur ces aspects-ci. Ouais, c'est parce que moi-même, je suis jeune aidant proche aussi de base, Ouais. et d'un parent qui avait trouvé le psy, donc c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que je me suis posé plein de questions quand j'allais devenir papa. Voilà, ça va, je m'en sors bien, mais il y a encore... c'est parce que c'est vrai que l'identité que ça peut créer chez les jeunes dans ces situations d'aidance, alors quand c'est identifié, même quand c'est pas identifié, en fait, il y a quand même tout un aspect identitaire qui est assez important, quoi. Absolument. Merci. Il y a une dernière question avant d'aller manger. Je vois qu'il y a une main levée qui s'est échappée. Oui, j'ai une question pour Morgane. Il y avait un aspect que je n'avais pas bien compris sur les besoins des jeunes aidants endeuillés par rapport au fait qu'ils ont besoin d'avoir un lien de qualité avec le personnel médical. Je n'ai pas bien compris cet aspect-là, ce que ça voulait dire, parce que moi, à titre d'exemple, c'est vrai que quand mon père est décédé, après, il n'y a eu aucun lien avec le personnel médical, tout s'est coupé. Et du coup, je ne comprenais pas bien ce que tu voulais dire par là. Si tu pouvais préciser un petit peu, s'il te plaît. Bah déjà, ce que tu viens de dire. Et en fait, les jeunes aidants, quand ils me parlaient de la fin de vie de leurs proches, il y en a plein qui me disaient que les professionnels de santé ne les mettaient pas autant au courant que l'autre parent, par exemple. Et ça leur manquait vraiment. Et aussi,
une fois le décès du proche, comme tu l'as dit, il y a plein de jeunes que j'ai interrogés qui n'ont plus du tout de lien avec le personnel médical et qui se sont retrouvés tout seuls pour gérer. Parce que, ils me disent qu'une fois le décès du proche, finalement, ils continuent à être aidants pour préparer les obsèques, etc. Et que là, ils étaient livrés vraiment à eux-mêmes. Et ils auraient bien aimé que des professionnels de santé continuent de les accompagner durant au moins une certaine période après le décès du proche. Ok, merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Il est 12h04, nous avons maintenu notre timing. Je vous remercie infiniment.